Alors, je me présente, je m'appelle Stéphane Roussel, je suis professeur à l'École nationale d'administration publique. Je travaille avec Mathieu à l'OPSA, l'Observatoire de la politique et de la sécurité dans l'Arctique. Je suis aussi un des co-directeurs du réseau sur la sécurité et la défense dans l'Arctique et dans l'Amérique du Nord, donc le réseau dirigé par Whitney Lackenbauer, qui est un de nos co- des appuis à la conférence d'aujourd'hui. Donc, on a trois présentations. Je vous le dis tout de suite, malheureusement, Jean-François Payette, qui devait parler de l'économie, ne peut pas être avec nous cet après-midi. C'est bien malheureux parce que ça aurait pu faire la suite de ce que Frédéric et Pauline ont présenté tantôt. Donc, on a trois présentations et là, on va quitter le domaine de la sécurité pure et dure, de la sécurité militaire et de l'économie aussi pour aller vers le terrain de ce qu'on pourrait appeler les aspects, en anglais, soft de la sécurité. Mais en fait, je préfère les aspects, on va parler plutôt des aspects immatériels de la sécurité ou des aspects donc non militaires de la sécurité. Donc, trois présentations. Immédiatement, sans plus attendre, je vais céder la parole à Mathieu qui n'a pas besoin de présentation. Donc, Mathieu, 15 minutes sur les aspects sur Merci. la diplomatie. Oui, merci Stéphane. Puis oui, c'est plus soft, c'est plus doux, la diplomatie, que les armes, mais c'est non moins pertinent. Donc, oui, faire un tour de la diplomatie arctique cette année. Ben, évidemment, qui dit diplomatie arctique cette année, dans une année marquée par la pandémie de COVID-19, dit une année un peu plus tranquille. La diplomatie est marquée par les contacts humains, par les relations interpersonnelles aussi en diplomate, donc les rencontres. On comprend maintenant en faisant une conférence sur Zoom que les contacts humains sont moins présents. Les conférences aussi, il y a eu moult annulations et reports d'événements, que ce soit le Arctic Circle, qui a eu des petits événements connexes, mais l'Assemblée Arctic Circle annuelle n'a pas eu lieu à Reykjavik cette année. Des reports aussi pour d'autres conférences en Norvège, par exemple, qui ont été reportés soit 2021, soit qui ont été transférés en ligne. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de chambardements dans cette année. Une année marquée aussi par la COVID, je veux aussi dire un repli sur les institutions nationales, ce qui a amené évidemment à nous demander la santé un peu des institutions régionales dans la région arctique. Eh bien, évidemment, quand on regarde la gouvernance dans la région arctique, on s'aperçoit rapidement que les institutions politiques au niveau régional, donc qui comprend toute l'Arctique, sont assez faibles. Hein, il y a des lacunes, il y a des trous un peu partout. On nomme souvent le Conseil de l'Arctique comme l'institution principale pour les questions arctiques. Ben, le Conseil de l'Arctique s'est intéressée à la COVID, évidemment, mais elle n'a pas pu mobiliser autant que les institutions nationales. C'est une construction régionale qui est somme toute faible. Le Conseil de l'Arctique, surtout, remplit des fonctions qu'on appellerait de catalyseurs, c'est-à-dire de faire rencontrer les preneurs de décision, hein, donc de remplir cette fonction de forum, de faire rencontrer et de faciliter la coopération. Et de générateurs de connaissances. Donc, de financer des programmes qui vont générer un peu plus de connaissances sur comment la région arctique évolue, surtout sa biologie, le développement durable, les sociétés, etc. Il n'y a pas beaucoup de programmes, il y a très peu de règles qui sont adoptées au Conseil de l'Arctique. Ce qui fait que le Conseil de l'Arctique a rempli son rôle de catalyseur et de générateur de connaissances jusqu'à un certain point. Il y a eu des rencontres à l'été et tout récemment en octobre et novembre, mais c'est resté quand même fragmentaire. Hein, il n'y a pas eu d'énormes développements. Le plus gros de la réponse de la COVID, c'est pas passé au niveau des institutions régionales, évidemment, c'est passé au niveau des institutions nationales qui se coordonnaient entre elles, soit la plupart du temps de manière bilatérale. Il y a un petit peu plus de coopération au niveau du Conseil nordique qui regroupe les pays scandinaves et les pays nordiques, donc Norvège, Finlande, Suède, Islande, etc. Mais c'est resté quand même une réponse qui a été foncièrement au niveau national. Donc, de ce point de vue-là, de ce qu'on a vu dans ce qui est sorti du Conseil de l'Arctique, ça a été assez minimal. On a vu
On a vu que le Conseil de l'Arctique essayait de voir les programmes qui étaient déjà en place, qui pourraient contribuer à notre connaissance de la COVID, mais c'est bien peu si on compare à tout ce qui a été fait en termes de mesures de confinement, de déconfinement, de relance au niveau national des 8 États arctiques. Le développement majeur que l'on a vu dans la région arctique cette année a été véritablement l'adoption d'une interdiction, on va mettre ça entre guillemets, d'une interdiction dans l'utilisation et le transport du mazout lourd, en anglais ce qu'on appelle le heavy fuel oil. Et ça ne s'est pas fait au Conseil de l'Arctique, ça s'est fait à l'OMI, à l'Organisation maritime internationale, ce qui est un autre fait intéressant quand on regarde les dynamiques de diplomatie arctique. Au début des années 2010, les traités et ententes qui se faisaient sur la région étaient facilités au Conseil de l'Arctique. Ce qu'on a vu dans les dernières années, les 3 à peu près dernières ententes qui ont été signées, a été fait à l'extérieur du Conseil de l'Arctique. Donc, le moratoire sur les pêches dans l'Arctique central, l'océan Arctique central ne s'est pas fait au Conseil de l'Arctique. Le Code polaire s'est fait à l'OMI et ce qu'on pourrait dire qu'il y a presque une addition au Code polaire, qui est cette interdiction d'utilisation de mazout lourd, c'est aussi fait à l'OMI. Donc, on voit qu'on utilise beaucoup maintenant pour passer des règles, des traités ou des ententes plus formelles, plus de droit international. Maintenant, on y va vers la communauté internationale. On va pour une communauté plus large que simplement la communauté arctique. Ce qui ne vient pas à l'encontre d'un autre point, qui est que les États arctiques ont quand même une position dominante dans ces discussions. Les États arctiques n'ont pas perdu leur position ou leur posture dominante lorsqu'on parle d'entente sur l'Arctique. Cette interdiction de mazout qui va simplement s'appliquer en 2024. Ce n'est pas pour demain matin, c'est en 2024. Et même les États arctiques, la Russie surtout, a réussi à négocier pour avoir des exemptions de 2024 à 2029. Donc, des bateaux qui battraient pavillon russe ou canadien ou tout autre pays qui a des côtes dans la région arctique pourraient donner une exemption à des navires qui utiliseraient du mazout lourd pour encore en consommer jusqu'en 1er juillet 2029. Donc, pour ça, j'ai une interdiction entre guillemets, une interdiction dans 9 ans. Pas tout de suite, hein? Ça arrive, mais ce n'est pas instantané. Ce qui, à mon avis, probablement nous révèle une dynamique très intéressante parce que bien souvent, on regarde les discussions au Conseil de l'Arctique et on se dit, ben, ces 8 États sont pour le développement durable. Il y a toujours une très grande rhétorique à propos de la protection de l'environnement. Ben là, avec cette entente-là, on se rend compte que certains sont davantage pour le développement et d'autres pour l'aspect durable. L'Islande et la Norvège ont soit implanté déjà une interdiction d'utilisation du mazout lourd ou ont suggéré une telle interdiction, par exemple pour la Norvège autour de Svalbard. Donc, plus du niveau durable. Russie, plus du niveau développement. Plus du niveau développement économique, et c'est eux qui ont poussé pour ces exemptions, que ces exemptions soient adoptées en novembre. Ça fait pas longtemps, en novembre dernier, à l'OMI, pour l'interdiction relative au mazout lourd. On le comprend avec la présentation de professeur Lassard dans le premier panel. La plupart des bateaux qui partent sont russes dans la route maritime du Nord. Et le Canada se trouve entre les deux. Le Canada se trouve illustré par cet équilibre perpétuel que semble vouloir appliquer le gouvernement Trudeau, être pour l'environnement, mais aussi à l'économie. Donc, on était très content de claironner qu'il y a une interdiction, très fier dans le communiqué de presse. Une interdiction, c'est superbe. En même temps, on dit qu'il y a plein d'exemptions et tout ça, puis ben, on va travailler sur un modèle compensatoire parce qu'une telle interdiction ferait monter le prix des denrées alimentaires dans le Nord canadien. À mon avis, c'est surtout qu'on n'a pas encore mis en place un mécanisme compensatoire pour établir des sommes précises pour compenser les coûts plus élevés que les habitants du Nord et surtout les Inuits vont devoir payer pour leurs denrées alimentaires. Donc, peut-être qu'on se donne une petite marge de manœuvre. Il va voir en 2021 si ça se traduit par des actions plus concrètes du gouvernement canadien, parce que c'est le troisième aspect qui est notable dans cette interdiction. Le gouvernement canadien, dans son énoncé de politique arctique en 2019, encore une fois, défendait une approche de co-développement, une approche qu'on allait écouter plus les droits des peuples autochtones, donc les Inuits et des habitants du Nord.
eh bien, plusieurs groupes inuits, dont l'ICC, l'Inuit Circumpolar Council, ont été très vocales pour dire qu'eux, ils étaient pour une interdiction complète, sans exemption, tout de suite, ou le plus vite possible. En tout cas, hein? Donc, ça nous pointe vers une contradiction. Le Canadien peut bien dire qu'on va écouter les Autochtones, mais en même temps, comme on dit, lorsque on dit le caoutchouc touche la route, lorsqu'on arrive à quelque chose de plus pratique, ben là, on tombe dans des compromis qui sont un peu plus équilibristes, où on tente de conjuguer les deux considérations. Ce qui m'amène sur mon dernier point est peut-être un autre développement important. Celui-là en était un, la discussion au mazout. L'autre développement important, à mon avis, en diplomatie arctique, est ce rapprochement états-unien avec le Groenland. On l'a vu cette année, ça s'est matérialisé. Bon, sur le premier panel, on parlait beaucoup de compétition entre grandes puissances, surtout militaires. D'un point de vue diplomatique, très difficile à voir comment les systèmes d'alliance pourraient être en compétition, dans un sens où une compétition voudrait dire que deux puissances veulent la même chose, compétitionnent pour obtenir le même résultat, pour obtenir le même produit final. Hein? Donc, ici, l'Arctique russe semble faire l'objet d'une coopération très pragmatique entre la Russie et la Chine, et avec d'autres acteurs qui se joignent à des partenariats à géométrie variable, Japon parfois, et certains pays européens. L'Arctique européen, surtout avec une attaque informatique qui a été créditée à la Russie du Parlement norvégien, ça se rajoute à une longue liste de raisons pour lesquelles un rapprochement entre pays scandinaves et la Russie semble de plus en plus improbable, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas coopérer entre eux, et on l'a vu cette année, ça va continuer. Je pense, Michael, tu vas en parler aussi quand tu vas parler du projet Arctic Connect, lié à la connectivité. Il y a des zones de coopération, elles sont là, entre des compagnies scandinaves et russes, ça ne disparaît pas, mais un rapprochement entre les gouvernements scandinaves et la Russie de manière assez serrée, assez difficile à voir comment ça pourrait survenir. Nous reste à peu près le Groenland, qui tergiversait pendant plusieurs années entre courtiser la Chine, courtiser les États-Unis pour des investissements. Je pense que Pauline Pic l'a soulevé dans le premier panel. C'était dans cette présentation-là, où on parlait de l'élection d'un nouveau dirigeant, en tout cas d'un nouveau chef du parti au pouvoir au Groenland, Erik Jensen, qui veut être plus pro-indépendance, hein, qui veut résolument tourner la diplomatie groenlandaise davantage vers une proto-diplomatie, donc une diplomatie qui veut préparer le chemin à l'indépendance. À mon avis, c'est le développement notable qu'on doit soulever. Que va-t-il arriver de l'administration groenlandaise sous Erik Jensen s'il prend les rênes du pouvoir, ce qui semble à peu près à 98% certain? Est-ce qu'on va observer des actions plus ambitieuses du Groenland? Bon, Jensen ouvrait la porte à tout le monde. La Chine, ben, il n'a pas dit la Chine, mais à toutes les nations pour coopérer avec le Groenland. Bon, on comprend à travers le message codé que ça peut être la Chine, ça peut être les États-Unis, ça peut être la Russie, donc ça peut être n'importe qui. Les candidats sérieux, par contre, seraient chinois et américains. Avec ce rapprochement avec les États-Unis, de plus en plus certain que cette année a confirmé que le Groenland était résolument, pour un point diplomatique, du côté des États-Unis, a mis un peu peut-être les aspirations vers la Chine de côté, ou à tout le moins il les a mis en veilleuse pour un certain temps. On va voir ce que l'administration Biden va faire. S'il y a peut-être un signal initial qu'on a vu de l'administration Biden ou des actions initiales qui vont survenir, c'est probablement que la politique envers le Groenland ne changera pas du tout au tout. Je pense qu'il va arriver beaucoup de changements dans la transition de Trump à Biden, mais celle-là n'en est pas une. C'est-à-dire que ce rapprochement, bon, la rhétorique va changer, va être moins confrontationnelle, moins sur la compétition, moins sur l'espèce de rhétorique de peur à tous les coins de rue, mais le rapprochement avec le Groenland devrait survivre, d'autant plus qu'avec l'élection d'Erik Jensen à la tête du parti au pouvoir, probablement qu'on va assister aussi à un désir plus grand de l'administration groenlandaise pour ce rapprochement
avec les États-Unis et signer davantage d'ententes, une coopération plus tissée serrée avec le géant américain. Mon 15 minutes est fait. Je m'arrête là. Si vous avez des questions, évidemment, ne pas hésiter. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai noté 4 questions, mais on va attendre. On va prendre toutes les questions en rafale à la fin. Puis j'imagine qu'il va y avoir d'autres questions. On va se tourner maintenant vers notre deuxième panéliste, Michael Delaunay, donc de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, donc qui vient de compléter son doctorat. Mathieu travaille sur une question qui est extrêmement importante et qu'on néglige, qu'on tend à négliger ou qu'on tend à sous-estimer, c'est-à-dire la connectivité dans la région arctique, le fait de se brancher sur Internet, le fait d'avoir des connexions Internet brise l'isolement de la région et a un impact sur à la fois les communautés locales, mais aussi sur les gouvernements qui veulent pouvoir agir dans cette région. Donc, Michael, à ton tour, bon, 15 minutes sur la connectivité. Merci Stéphane. Vous m'entendez bien? Ok, oui, super. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Hop, je vais mettre ça comme ça, c'est bon. Alors, merci Stéphane, merci à Mathieu de m'avoir proposé de faire à nouveau ce rapport de l'année arctique pour l'Obsa. Comme l'a dit Stéphane, je vais vous parler de la connectivité, donc de ce qui s'est passé cette année en termes de connectivité. Je pense qu'on est tous concernés, vu ce qu'on a vécu et ce qu'on continue de vivre avec la pandémie. Pour donner un petit peu de contexte, au niveau mondial, Internet, je pense que on l'a tous un peu vu, est devenu encore plus vital avec la pandémie pour tout le monde. Ça a permis de faire continuer à faire tourner beaucoup de secteurs, y compris l'éducation, on sait de quoi on parle. Le report des activités sur le virtuel a fait un temps courir la peur de voir le réseau tomber, surtout à cause des vidéos, des fournisseurs d'accès, des fournisseurs de contenu, responsables de près de 60% du trafic mondial d'Internet, ce qui n'est pas rien. Facebook a vu, par exemple, une augmentation de 50% du trafic sur ses plateformes et le doublement des vidéos chat, notamment sur Messenger et sur WhatsApp. Juste pour donner un petit ordre d'idée, les premiers chiffres qui sont sortis dans la presse. Donc, malgré cela, le réseau a tenu. En grande partie grâce au câble sous-marin, qui constitue 98 à 99% de la bande passante dans le monde. Le satellite et les micro-ondes et le reste représentant vraiment très très peu. Ce que vous voyez à l'écran, donc c'est la capacité des câbles sous-marins entre différents continents, donc par exemple entre l'Europe et l'Amérique par ici. Donc vous voyez ici en bleu, il n'y a que 40% de la capacité qui est utilisée en temps normal. Vous en avez à peu près 42% et le reste qui n'est pas utilisé. C'est ce qu'on appelle la capacité qui n'est pas allumée, c'est unlit. Donc vous voyez qu'il y avait une réserve de capacité assez énorme sur toutes les routes principales des câbles sous-marins. Donc ce qui a fait en partie que le réseau a tenu, en plus du fait que les opérateurs ont demandé à Facebook et surtout à YouTube et toutes ces grosses plateformes de réduire le volume de données qu'ils utilisaient. Donc globalement, le réseau a tenu par quelques petits problèmes localement. Donc cette capacité que vous voyez à l'écran, ça représente 618 terabits par seconde. Ça, quand je dis comme ça parle pas beaucoup. Par exemple, il y a 3 ans, c'était 295 terabits et l'année dernière, c'était 446 terabits. Donc, c'est une capacité qui évolue aux alentours de 30% par an, donc ce qui est pas mal. Et en général, ça suit la progression d'utilisation du réseau. Et en général, tous les ans, on est aux alentours de 30% de plus par an de bandes passantes utilisées dans le monde, ce qui est quand même assez énorme. Et au final, c'est des chiffres qui ne sont pas encore, bien sûr, définitifs pour l'année, mais les chiffres que j'ai pu glaner ici et là
trouve qu'on a mesuré entre plus 30 et plus 70% d'utilisation d'Internet en fonction des régions et des périodes dans le monde. Plus 70%, c'est quand même assez important. Donc, on va s'intéresser plus particulièrement à l'Arctique. Comme vous le savez, je pense, comme vous en doutez, la région n'a pas échappé à cette tendance. L'augmentation du trafic ici aussi a été constatée avec le report des activités en ligne, notamment le télétravail, les loisirs et l'éducation à distance, mais pas partout, on va le voir. En conséquence, certains opérateurs ont annoncé avoir fait des gestes, par exemple une augmentation du maximum de données des forfaits ou l'abandon des frais pour le dépassement du plafond, puisque dans certaines régions de l'Arctique, il n'y a pas encore de forfait illimité en données. Donc, vous avez ce qu'on appelle des data caps, un maximum de données que vous pouvez utiliser par mois. Et certains opérateurs ont décidé soit de doubler ces data caps, soit de les faire sauter pour certains, mais temporairement. C'est par exemple le cas de GCI en Alaska, mais c'est ce qui a été annoncé, mais apparemment, c'est pas ce qui a été fait pour certains, puisqu'il y a une conférence du Conseil de l'Arctique, justement, sur la question de la connectivité il y a 2 semaines. Et une des autochtones, une Inupiat, elle disait qu'elle payait $400 par mois et qu'elle était obligée de dépasser son data cap et qu'on l'avait quand même fait payer. Donc, il y a les annonces et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est assez intéressant. Et cette conférence était très intéressante d'ailleurs. On peut toujours la voir sur Internet. Au Nunavik, avec le seul opérateur qui passe par le satellite Tamahani, il y a eu des gestes commerciaux qui ont été faits. Au Nunavik, au territoire du Nord-Ouest, au Yukon, pareil, avec Ice Wireless, Bell et Northwestel. Mais Northwestel a conditionné ce geste commercial au fait que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes maintienne une subvention accordée à Northwestel depuis des années. Et c'est une subvention qui doit s'arrêter en 2020. Donc malheureusement pour Northwestel, le CRTC a refusé ce petit chantage. Alors de l'autre côté, vous avez SSI Canada, donc, qui opère l'entreprise Kinik, la compagnie qui dessert tout le Nunavut par satellite. Elle a fait par contre appel au civisme et à la retenue de ses clients parce que son volume de bande passante qui passe par le satellite est très limité. Et elle n'a pas proposé d'augmentation gratuite des maximums d'utilisation de données. Pareil pour l'administration du Nunavik, où l'Internet par satellite est quasiment à saturation, comme au Nunavik, et où la connexion fait défaut et continue de faire défaut encore aujourd'hui, un peu comme au Nunavik. Par exemple, en septembre, en octobre, au Nunavik, 4 week-ends de suite, la connexion était indisponible. Et pendant la semaine, la connexion était très lente. Donc cela a semble-t-il empêché une grande partie des écoliers du Nunavut et du Nunavik de pouvoir suivre des cours à distance, comme le note une étudiante Inuk, étudiante à McGill, Andrea Brazo, qui a d'ailleurs écrit une lettre ouverte au Premier ministre québécois Legault. Excusez-moi pour le prénom, je me rappelle. Son prénom c'est François Legault, je crois, pour dénoncer cette situation et en expliquant qu'elle était obligée de rester à Montréal loin de ses proches pendant la pandémie parce que c'était la seule façon pour elle de pouvoir suivre des cours et au Nunavik, c'était impossible. Donc voilà un peu la situation au Canada. Au territoire du Nord-Ouest, au Yukon, comme ils sont mieux desservis, notamment par les câbles de fibre optique et des micro-ondes, l'école à distance a pu se faire, comme en Alaska d'ailleurs, où les différents campus de l'Université d'Alaska ont privilégié les cours en ligne. Et pareil pour les pays nordiques qui sont bien mieux desservis que l'Amérique du Nord ou que la Russie, par exemple. Pour la Russie, j'ai pas d'informations à ce niveau-là. On va voir quelles ont été les conséquences directes à ce jour de la pandémie. On a pu en constater plusieurs, au-delà de celles que je viens d'évoquer. Donc la première conséquence importante, je pense que pas mal de gens sont au courant, parce qu'elle a été très couverte par les médias. Il s'agit de la faillite de OneWeb dès mars 2020. Donc cette entreprise qui veut mettre des satellites à basse orbite, tout autour de la Terre pour pouvoir fournir Internet au débit, et en commençant par l'Arctique dès 2021. L'entreprise a été sauvée il y a peu par le rachat du gouvernement britannique, allié à un autre investisseur, mais le gouvernement britannique est l'investisseur principal, donc il a tous les pouvoirs. C'est un effet d'opportunisme puisque les Britanniques avaient besoin d'un GPS, d'un système de positionnement par satellite national, puisqu'ils sortent de l'Europe à cause du Brexit. Et ils n'ont plus accès à Galileo. Ils ont accès à Galileo, à la version commerciale, mais pas la version militaire. Donc il leur fallait absolument leur GPS national. Donc c'était une occasion pour eux.
La deuxième conséquence notable, c'est le fait qu'Internet est apparu encore plus vital au Nunavut. On va parler plus particulièrement d'Iqaluit, la capitale, qui bénéficie de la livraison gratuite par Amazon et où l'envoi de colis a bondi de plus 67 à plus 70% en volume d'après Post Canada selon les mois. Et l'année n'est pas encore terminée. La plupart des colis proviennent d'Amazon, puisque la livraison est gratuite. Et quand on sait combien coûte la livraison dans le Nord, comment dire, on sait ce que ça représente comme économie. Et ça représente des économies notamment pour la nourriture et les produits de première nécessité. Donc ça montre bien qu'Internet et Amazon sont assez vitaux pour les populations du Nord. La troisième conséquence notable, c'est l'annonce du Premier ministre Justin Trudeau d'une accélération du plan de déploiement de l'Internet au débit au Canada, avec une rallonge de 750 millions de dollars sur les 1 milliard déjà annoncés, pour amener le haut débit partout, enfin, presque partout au Canada en 2026, au lieu de 2030. Donc c'est 98% de Canada, et en 2030, c'est censé être 100%. Voilà. À côté de ça, à côté de la pandémie, de ses conséquences, certains projets ont continué d'avancer. C'est par exemple le câble Alka One, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, vous voyez, ici, vous avez, est-ce qu'on voit ma souris? Voilà. Vous avez l'Alaska ici, la frontière avec le Canada. Donc, c'est le premier câble terrestre à connecter l'Alaska avec le sud des États-Unis en passant par le Canada. Il est opérationnel depuis mai 2020. Toujours en Alaska, on a depuis avril 2020 uniquement à Anchorage un réseau 5G qui a été mis en place. À noter qu'il a été mis en place avec Ericsson et non pas Huawei. Au Canada, le CRTC a attribué 72 millions de dollars à Northwestel pour enfin pouvoir financer la partie que vous voyez ici, ce qu'on appelle le projet Dempster Fiber, qui doit fermer ce qu'on appelle le loop, donc la boucle des câbles terrestres, et qui permet d'avoir une certaine redondance sur le réseau, parce que celui-ci a ses sujets aux coupures régulièrement. Et avec cette boucle fermée, il y aura, comment dire, beaucoup moins de chances de voir, par exemple, Univic ou Dawson coupés du réseau si, par exemple, il y a une coupure ici. Donc, les résidents du Yukon attendent ce projet depuis des années, et il semblerait qu'ils puissent aller de l'avant avec ce financement qui a été enfin annoncé. Ensuite, il y a une autre annonce, c'est qu'un premier pas encore, mais ça montre que les choses avancent. C'est la demande de licence de Starlink, donc la constellation basse orbite d'Elon Musk, qui a été acceptée au Canada. Les premiers tests font état d'une connexion de 100 mégabits par seconde pour une latence annoncée inférieure à 30 millisecondes, ce qui serait une grosse avancée pour les communautés qui dépendent du satellite, qui ont maximum 25 mégabits par seconde quand tout va bien, et des latences bien supérieures à 30 millisecondes. Il y a un petit problème qui s'annonce à l'horizon, par contre, c'est que le fait que les grands opérateurs de télécom canadiens soient opposés à l'arrivée d'un tel concurrent. Donc, on ne sait pas encore aujourd'hui si Starlink va pouvoir passer toutes les étapes réglementaires au Canada, si les opérateurs de télécom canadiens s'y opposent. On se demande aussi si Telesat, donc le champion canadien, ne va pas s'imposer sur ce segment face à Starlink au Canada. Pour l'instant, on n'en sait rien, donc c'est une affaire à suivre. Justement, Telesat, donc le champion canadien des satellites, a lui reçu 600 millions de dollars du gouvernement fédéral pour soutenir sa constellation basse orbite, dont la connexion en Arctique ne devrait pas être opérationnelle avant 2022, donc un an après Starlink. Après, c'est que du prévisionnel, mais pour l'instant, c'est ce qui est annoncé. Et en plus de ça, Northwestel aurait donc déjà choisi son poulain, puisqu'ils ont déjà signé un protocole d'accord avec Telesat pour amener la connexion dans le Nord. Voilà, donc ensuite on va aller au Nunavik avec le projet Unifone. Donc c'est Eastern Arctic Undersea Fiber Optic Network, qui est porté par l'administration régionale de Kapsivik. C'est pareil, c'est un projet qui est assez ancien, et qui a obtenu une partie du financement pour pouvoir connecter je compte avec vous, ces 5 communautés. C'est la première phase du projet, il y a plusieurs phases. Donc c'est un câble de 1200 km qui est censé être opérationnel en fin 2021. Ils avaient eu du souci à trouver un fournisseur pour le câble. Ça devait être fait l'année dernière, ils n'ont pas pu trouver quelqu'un. Et finalement, c'est l'entreprise française Alcatel Submarine Network
qui va s'en occuper et qui est une des rares à disposer d'un savoir-faire de pose en Arctique, puisque c'est elle qui a déjà posé le câble Quintillion, donc en Alaska, en 2017. Ce qui nous amène à Quintillion, donc l'entreprise américaine qui dessert pour l'instant, dessert l'Alaska, et qui depuis quelques mois commence à communiquer énormément sur le volet sécuritaire et qui semble viser à l'attribution de fonds gouvernementaux provenant du ministère de la Défense américain pour financer les autres phases de son projet. Ça fait des années qu'ils cherchent de l'argent et donc je n'ai pas l'impression qu'ils aient attiré beaucoup d'investisseurs jusque-là. Donc ce changement de stratégie peut se voir à travers le recrutement de 2 anciens militaires, dont un ayant servi dans l'Arctique et ayant commandé le NORAD, c'est le général Charles H. Jacoby Jr. Et le général John F. Campbell, qui par ailleurs mettent fortement en avant dans les médias le besoin de télécommunications sécurisées dans la zone à travers des articles de presse, mais aussi une conférence du Polar Institute qui sera donnée par divers responsables de Quintillion et qui devra se tenir lundi. Si ça vous intéresse, et je pense que ce sera très intéressant, puisque c'est la première fois que ce projet sera présenté sous l'angle sécuritaire et militaire. En plus, comme vous pouvez le voir sur cette carte, Quintillion a republié cette carte qui avait été un temps enlevée du site qui a été remise, puisqu'on peut voir que le projet, cette fois-ci, a pour objectif de connecter la base de Thulé au Groenland. Et vu le peu de population qui se trouve à Thulé, la seule raison qui puisse les pousser à connecter cette base, c'est pour des raisons militaires, bien évidemment. Donc ce tournant sécuritaire fait écho au climat géopolitique de la région, alors que l'armée de l'air et de l'espace américaine a publié pour la première fois en 2020 sa stratégie arctique, qui repose sur 4 piliers, dont l'un d'eux met l'accent sur la connectivité. Donc c'est une orientation assez récente et nouvelle pour Quintillion, qui semble prendre le train des annonces des autorités militaires américaines sur la question ces derniers mois pour essayer de trouver des financements. Pour la Russie, j'ai pas énormément d'éléments, peut-être aussi parce que l'actualité dans le domaine est assez pauvre. On sait par exemple que la base militaire de l'île de la Nouvelle-Zélande, donc le berceau des essais nucléaires soviétiques dans l'Arctique, va avoir son accès à Internet amélioré grâce à une nouvelle connexion satellitaire. Ceci en attendant l'arrivée des câbles militaires et civils. On n'a aucune nouvelle du projet de câble militaire dans l'Arctique qui doit connecter toutes les bases russes dans le bassin du Nord-Est. Par contre, pour ce qui est d'Arctic Connect, comme tu le disais Mathieu, effectivement, le projet va de l'avant, puisqu'il y a eu une première campagne de sondage des fonds marins pour avoir le profil des fonds marins et pour savoir où poser le câble, donc cet été. Et c'est une campagne qui doit continuer l'année prochaine pour pouvoir affiner les résultats. Plusieurs partenaires commerciaux, des Japonais, des Norvégiens et des Finlandais ont annoncé avoir rejoint le projet, dirigé par l'entreprise finlandaise Signa et l'opérateur russe, je crois que c'est le deuxième plus gros opérateur en Russie, qui se sont réunis sous une co-entreprise. Une information importante semble être que les coûts estimés du projet, qui sont entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros, devraient être couverts par des investisseurs norvégiens, allemands, japonais, selon le dirigeant de Megaphone. Cela alors qu'initialement la Chine s'était montrée très intéressée pour participer au projet, aussi bien pour son financement que pour fournir les technologies à ces entreprises. Toutefois, aucune entreprise ou investisseur chinois ne semble être parti au projet à ce stade. Les choses peuvent changer d'ici là. On est loin de pouvoir poser le câble encore, mais c'est quand même une information intéressante. Donc ça, c'était les bonnes nouvelles. On va passer aux mauvaises nouvelles. SSI Canada, donc une entreprise canadienne qui opère principalement dans les territoires du Nord-Ouest et Yukon, et qui apparaît comme le seul concurrent de Northwest dans l'Arctique canadien, alerte le gouvernement fédéral sur la fin de ses subventions pour permettre un accès moins onéreux à Internet au Nunavut avec l'entreprise Kinnix qui connecte le Nunavut par satellite. Donc les subventions allouées à Kinnix sont arrivées à leur terme en juillet 2020 et elles n'ont pas été renouvelées, ce qui va faire augmenter très fortement le prix payé par les clients. Et cet appel a d'ailleurs été relayé pour la première fois par le sénateur Denis Patterson. Donc cette situation est typique des problèmes de financement sur le long terme des infrastructures de télécom dans le Nord canadien, où les financements ne durent que 5 ans maximum, où ils sont fournis par des fonds qui sont abondés 1 ou 2 fois, mais pas plus, et donc chaque projet est mis en concurrence avec d'autres. Donc ce mode de financement en plus empêche de faire éclore une réelle compétition, puisque les entreprises n'ont pas de visibilité au-delà de 5 ans, et ça les empêche d'investir sur le long terme.
Autre mauvaise nouvelle, c'est le fait c'est les clients d'ExploreNet, donc un fournisseur d'accès par Internet, d'Internet par satellite, qui vont être impactés par la mise hors service d'un satellite non remplacé, notamment à Rankin Inlet et les communautés situées le long de la baie d'Hudson. Celles-ci n'auront plus accès à Internet avec ExploreNet dès 2021. Et enfin, la dernière mauvaise nouvelle, c'est le fait que, encore une fois, le manque de concurrence pour le câble Mackenzie Valley Fiber, qui a été financé par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, mais qui est opéré par Northwestern. Donc, c'est le câble que vous voyez ici, qui va de Inuvik à Fort Simpson, un câble terrestre, et qui ne connecte que 5 communautés, pas plus, et puisque ça coûte trop cher en fait de tirer le câble qu'on appelle du dernier kilomètre. Donc, c'est le câble, les branchements qui vont du câble principal aux communautés, qui sont un peu plus éloignés. Étant donné que les coûts sont beaucoup trop élevés, aucun opérateur n'est né de l'arrivée de ce câble. Seul Northwestern, le seul fournisseur actuel, apporte Internet dans cette région. D'ailleurs, la ministre des Finances du gouvernement des territoires du Nord-Ouest a rappelé que cette tâche incombe aux fournisseurs d'accès, tels que Northwestern, mais pour l'instant, rien ne bouge. Voilà. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Donc, on le voit comme presque partout d'ailleurs dans le monde, les régions de l'Arctique ont dû se reposer sur Internet pour continuer à faire fonctionner nombre d'activités à distance, notamment les écoles, avec toutefois des succès disparates, on l'a vu au Nunavut et au Nunavik, mettant encore plus en lumière les inégalités d'accès persistantes dans la région. Et de ce côté-là, très peu de choses ont changé en un an. Donc, cette crise sanitaire semble remettre à nouveau en haut des priorités de certains gouvernements, notamment au Canada. Avec la santé, la question de l'accès à Internet au débit abordable et fiable. Toutefois, les budgets alloués, notamment au Canada, semblent encore insuffisants et le retard à rattraper très important avant de pouvoir offrir les mêmes services disponibles dans les grandes métropoles du pays, dans les grandes métropoles du sud des pays arctiques. Encore une fois, particulièrement au Canada, à travers Amazon, on a pu voir Internet est plus jamais un outil vital au quotidien des populations, qui se repose sur le commerce en ligne, pour les produits de première nécessité, mais aussi pour le télétravail, la santé à distance, mais aussi également pour les loisirs. Toutefois, les capacités de certains réseaux reposant uniquement sur le satellite limitent les usages possibles actuels. La conclusion reste donc inchangée, à savoir que le rôle des pouvoirs publics est ici absolument indispensable, central dans le financement de tout ou partie du réseau, en l'absence des retombées économiques suffisantes pour les entreprises privées, pour apporter une connexion Internet abordable, performante et fiable aux populations de l'Arctique. D'ailleurs, on l'a vu, le manque de financement privé ainsi que les déclarations d'intention d'investissement dans le secteur provenant des autorités militaires américaines ont sûrement fortement poussé Quintillion à mettre l'accent sur le volet sécuritaire de son projet, espérant ainsi pouvoir financer les phases suivantes de son système de câbles qui peine à s'étendre depuis la pause en 2017 du premier segment au large de l'Alaska. Au final, malgré la crise, certains projets avancent, mais le haut débit reste encore l'exception dans l'Arctique, limitant les possibilités offertes aux populations. Un fait encore plus mis en lumière lors de cette crise sanitaire qui a fait porter le poids des activités économiques de loisirs, d'éducation et d'information sur l'Internet mondial, apparaissant encore plus vital à cette occasion. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous. Merci beaucoup, Michael. Alors, on va repasser. Hop. Merci beaucoup, Michael. C'est intéressant de voir la mise à jour aussi que tu nous offres. Donc, ça, c'est pour publication bientôt, hein, si je ne me trompe pas, ton rapport. Michael? Oui, tout à fait. C'est la semaine prochaine, hein, c'est ça? Ouais, c'est oui, ça s'en vient la semaine prochaine. Okay. Bon, good, excellent. Mais merci beaucoup. On va se tourner vers notre troisième panéliste pour un autre aspect de la sécurité immatérielle. Cette fois, on va parler de sécurité humaine. Et je me tourne vers Magali William. Magali, qu'on a pu souvent entendre dans divers événements, qui a terminé son doctorat à l'Université Versailles-Saint-Quentin, qui a osé traverser l'Atlantique pendant le creux de la pandémie et qui maintenant qui travaille entre autres avec le réseau sur la sécurité et la défense de l'Arctique et de l'Amérique du Nord. On a plusieurs projets en cours. Donc, Magali, je te cède la parole pour un exposé sur la sécurité humaine dans l'Arctique. Oui, merci beaucoup Stéphane. Donc, c'est Mathieu qui est en charge de mon PowerPoint.
Donc voilà, moi, Magali Vuillerme, pour l'année arctique de l'OPSA, je suis chargée depuis l'année dernière de faire une analyse des dimensions de sécurité humaine dans les sous-régions arctiques. Je vais commencer par un très rapide rappel du concept de la sécurité humaine appliquée aux sous-régions arctiques, avant d'axer mes propos vraiment sur les dimensions de sécurité humaine pour l'année 2020, qui est l'objet du rapport de l'OPSA qui sortira l'année prochaine, la semaine prochaine, pardon. Donc, le petit rappel concernant la sécurité humaine, tu peux passer à la encore une. Ouais, voilà. Merci. Donc, la sécurité humaine a été développée dans les années 90 par l'école de Copenhague et elle met donc l'accent sur la protection des individus ou groupes d'individus face à des menaces violentes ou non et physiques ou non. Donc, elle déplace vraiment l'objet de sécurité de l'État à l'individu et inclut des menaces au développement, à la santé ou à l'environnement. Le rapport mondial sur le développement humain de 1994 propose 7 dimensions de la sécurité humaine au sens large. Et comme nous allons le voir sur la prochaine diapositive, les communautés arctiques souffrent de risques liés à ces 7 dimensions. Donc, tu peux passer au tableau prochain. Voilà. Donc, comme on peut le voir sur le tableau, donc la dimension alimentaire est garantie par un accès facile et économique à une alimentation de base. Or, en Arctique, un accès facile et économique à une alimentation saine n'est pas une option et les denrées sont généralement 3 à 4 fois plus chères que dans le sud. La dimension communautaire est menacée par la désintégration notamment des liens d'une communauté ou par les tensions entre communautés. Au Canada, par exemple, les liens intergénérationnels ont été détruits, notamment pendant la période des pensionnats autochtones. Et les traumatismes qui sont issus de cette période sont encore très présents dans les communautés autochtones canadiennes. La dimension économique, qui est menacée par l'insécurité du revenu ou la perte de domicile, est également en risque en Arctique avec de forts taux de chômage. La dimension environnementale, qui est sans doute la plus visible ou la plus globalement connue dans les sous-régions arctiques, est liée à des problématiques de pollution, de salinisation, de disparition des écosystèmes arctiques. La dimension personnelle, qui est, elle, menacée par des atteintes physiques infligées par d'autres, c'est-à-dire viol, maltraitance ou harcèlement, ou des atteintes physiques infligées par soi-même. Donc là, on se fait référence au suicide. Et les communautés arctiques rencontrent ces difficultés au quotidien. La dimension politique qui est menacée par la répression et les mauvais traitements notamment, on peut là encore penser aux pensionnats autochtones, aux politiques d'assimilation forcée, mais également au déplacement de population, donc dans le Haut-Arctique ou celle de Thulé en 1953. Et enfin, dernière dimension, c'est la dimension sanitaire qui est menacée par les virus, les maladies et l'insalubrité. Et elle est fortement liée aux dimensions environnementales et alimentaires dans les sous-régions arctiques. Donc avec ces exemples, on peut voir vraiment l'intérêt d'appliquer le concept de sécurité humaine aux enjeux contemporains des communautés arctiques, parce que ça permet d'avoir vraiment une vision globale de ces enjeux. Donc, quid des dimensions de sécurité humaine pour l'année 2020 ? Donc là, tu peux changer, voilà, et tu peux rechanger encore, passer à la prochaine. J'ai fait un petit rappel. Donc en 2019, donc pour l'année arctique 2019, l'aggravation des risques à la sécurité environnementale avait entraîné une aggravation, avait eu des répercussions directes sur l'aggravation des risques aux sécurités alimentaires, sanitaires et économiques. L'année 2019 a également été marquée par une atténuation des risques à la sécurité personnelle, donc non en termes quantitatifs, mais en termes de prise de conscience plus globale de ces risques pour les communautés autochtones, donc en termes de viol, harcèlement et abus sexuels, notamment avec l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui est sortie et dont les résultats sont sortis au Canada en 2019. Et enfin, il y avait eu une stagnation des risques à la sécurité communautaire et à la sécurité politique. En 2020, donc comme nous allons le voir, c'est la crise de la Covid-19, sans surprise, qui a le plus impacté les communautés arctiques. Elle est liée à la sécurité sanitaire, mais elle a eu des répercussions sur l'ensemble des dimensions de sécurité humaine. Tu peux passer à la prochaine. Voilà. Donc très rapidement, pour vous expliquer comment j'ai fait mon analyse. Donc j'ai identifié des sources scientifiques et médiatiques. L'idée est de n'utiliser que des sources parues en 2020.
est lié aux mots-clés des dimensions de sécurité humaine, donc sécurité sanitaire, sécurité communautaire, pour l'ensemble des sous-régions arctiques. Mais j'ai quand même 3 limites, c'est-à-dire linguistique, donc je ne parle pas russe, donc il y a vraiment tout ce pan de sources que malheureusement je ne peux pas utiliser dans cette analyse. Limite périodique, comme je le disais, donc l'année 2020. Et il y a aussi la limite d'accessibilité des publications scientifiques. J'ai vraiment utilisé des sources qui sont en open source pour les publications scientifiques. J'ai également, pour la Covid-19, limité mon analyse à la première vague, parce que comme on le sait tous, ça va très vite. Et donc, c'était très périlleux pour moi de vouloir vraiment faire une analyse en temps réel. Donc, cette analyse que je vais vous présenter maintenant est vraiment à remettre dans le contexte de la première vague de la Covid-19. Donc, quels sont les impacts de la Covid-19 sur les dimensions de sécurité humaine que j'ai pu identifier dans ces sources? Donc, comme le montre le tableau, les indicateurs sont pas mal dans le rouge, enfin, presque tous dans le rouge pour 2020. Point important, donc le tableau est vraiment classé par ordre alphabétique et non par ordre d'importance des impacts. Donc, si l'on regarde les indicateurs rouges, la sécurité sanitaire est de manière évidente, donc c'est celle qui est vraiment tout en bas du tableau, celle qui est directement connectée à la crise de la Covid-19. Toutefois, grâce à la fermeture rapide d'une très grande majorité des sous-régions arctiques, la propagation de la Covid-19 a été restreinte lors de la première vague. Donc, par exemple, le Groenland a fermé ses vols extérieurs et intérieurs dès le 21 mars. Et le Nunavik a lui aussi fermé ses connexions et interdit les voyages entre communautés dès le 24 mars. À la fin de l'été, donc, il y avait ainsi 0 cas au Nunavut et il n'y a eu aucun cas grave au Nunavik et au Groenland. Par ailleurs, si on regarde vraiment la définition de la sécurité sanitaire, donc c'est-à-dire l'accès à des soins médicaux et à de bonnes conditions sanitaires qui peut être menacé notamment par des blessures, des maladies infectieuses, des parasitaires, des carences, etc., on s'aperçoit que peu de mesures permettant son renforcement ont été prises en 2020. L'accès aux soins n'est aujourd'hui pas devenu plus facile ou moins difficile, ni moins cher pour les communautés arctiques. Et à ma connaissance, le nombre de médecins ou les infrastructures n'ont pas évolué à ce jour. Et enfin, troisième élément lié à cette sécurité sanitaire, la maladie de la Covid-19 résulte d'un virus qui vient de l'extérieur de l'Arctique et non d'une nouvelle libération d'agents pathogènes comme on a pu voir en 2016 pour le bacille d'anthrax qui a été retrouvé sur un cadavre de renne en Sibérie. C'est pourquoi j'ai soutenu que l'impact de cette pandémie sur la sécurité sanitaire de ces communautés a été limité pendant la première vague, mais il faudra tout de même attendre de voir les répercussions sur la deuxième vague, car les chances que le virus malheureusement se propage dans le nord sont multipliées avec la réouverture des régions. Il y a un gros risque en sécurité sanitaire si on prend le Nunavik, donc le nord du Québec. Il y a 2 hôpitaux, donc à Puvirnituq et à Kuujjuaq. Et dans ces 2 hôpitaux, il n'y a que 2 lits de réanimation. Donc, ça veut dire qu'on a 4 lits pour l'intégralité des 14 communautés du Nunavik qui seraient disponibles en cas de besoin si quelqu'un a des symptômes très graves de cette maladie. Donc, la Covid-19 a eu des répercussions aussi sur les autres dimensions de sécurité humaine. Les risques à la sécurité alimentaire ont été exacerbés par la fermeture des ponts aériens de ravitaillement. Donc cela a eu pour effet de rendre les communautés arctiques encore plus dépendantes de la chasse et de la pêche traditionnelle. Il y a eu également une fermeture des secteurs jugés non essentiels qui a menacé la sécurité économique des communautés, déjà touchées par le chômage, comme je l'ai expliqué donc, il y a quelques minutes. Les risques à la sécurité environnementale continuent de s'accroître. Donc ça, il y a des liens avec la Covid, mais d'autres non. Donc, sans lien avec la Covid, on a encore eu des records de chaleur, une fonte de la calotte glaciaire, le dégel du pergélisol qui est toujours très présent, mais aussi de manière très inquiétante, en lien avec la Covid, il y a une étude récente qui a montré qu'il y avait un risque potentiel de contamination des mammifères marins, donc baleines, dauphins et phoques, du fait de rejets des eaux usées dans les océans. Donc là, il y aura aussi, si cela s'avère véridique, il y aura aussi un effet, un gros impact sur la sécurité alimentaire des communautés arctiques qui pêchent, notamment, qui chassent plutôt les phoques, pour se nourrir.
Les menaces à la sécurité personnelle ont été vraiment décuplées en 2020. Donc, il y a eu des problématiques de santé mentale donc, qui se sont vraiment exacerbées, avec des violences envers les femmes, envers les enfants et des problèmes d'abus de substances. Et la sécurité politique est très menacée du fait de la sécurité sanitaire, de la crise sanitaire, pardon. La plupart des États a opté pour une restriction des droits et libertés fondamentaux individuels pour placer la sécurité sanitaire de tous au-dessus. Donc, il y a une restriction de la liberté de circulation, du droit à la culture, du droit à l'éducation, du droit au bien-être. Donc, tout ça a quand même été fortement restreint en 2020. Et pas que dans les sous-régions arctiques. Et à titre personnel, je pense que c'est la dimension qui a été le plus à risque en 2020, ou à tout le moins, c'est celle pour laquelle il faudra faire le plus attention et être le plus vigilant pour la suite, parce que ce sont des menaces qui sont peut-être moins visibles, mais qui sont très problématiques si elles sont ancrées dans la durée. Pour finir, donc sur une petite note positive, donc on a une petite flèche verte qui est l'indicateur de sécurité communautaire, que j'ai noté en termes plutôt positifs, parce que la sécurité sanitaire, en coupant malheureusement les communautés arctiques du reste du monde, a entraîné le renforcement des liens intergénérationnels. Il y a beaucoup de communautés qui ont soutenu, par exemple, leurs anciens en leur apportant de la nourriture, du bois, ou en leur tenant compagnie, parce qu'ils avaient pour consigne de rester chez eux, de ne pas aller à la coop pour faire leurs courses, etc. Donc, on a vu toute cette présence et ce lien communautaire qui se sont renforcés. Et ça, c'est quelque chose qui est assez positif dans toute cette crise de 2020. Je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Magali. Un autre aussi que j'ai hâte de pouvoir lire en détail. On va passer à la séance de questions-réponses ou débat-discussion. J'ai noté quelques questions, mais avant qu'on passe, et j'ai vu que Michael avait une question pour Mathieu, mais avant, d'abord, je vais aller chercher, on a une question de l'auditoire. Michael, je ne sais pas si tu as accès, mais je la lis pour que tout le monde puisse être sûr que tout le monde sache bien de quoi il s'agit. Bonjour, question pour M. Delaunay. Est-ce qu'il y a des projets de développement de stockage numérique dans l'Arctique américain ou canadien, comme c'est le cas en Scandinavie ou en Islande, qui permet le financement ou la rentabilisation des connexions? C'est une question qui vient d'Adrienne Charmet. Michael? OK. Ouais, je suis là, vous m'entendez? Oui, tout à fait. OK. Dans l'Arctique nord-américain, il y a un projet, c'est pas tellement du stockage, c'est plus ce qu'on appelle de la mémoire cache. C'est de pouvoir mettre un serveur, enfin des serveurs, pour pouvoir stocker les données qui sont utilisées le plus souvent localement, et pour pouvoir avoir accès à ces données localement sans avoir à passer par le satellite. Par exemple, iCal8, c'est un projet qui veut être, comment dire, qui n'est pas encore financé, mais qui est sur le papier pour l'instant, qui est soutenu par le CIRA, donc c'est des noms de domaine canadiens, l'association qui s'occupe des noms de domaine canadiens, et puis une autochtone, Madeleine Redfern, l'ancienne maire d'Italie. Et ils ont pour projet donc de mettre un serveur qui puisse, par exemple, stocker, je vais dire une bêtise, mais tous les épisodes de Friends que les gens regardent en continu, pour que les gens y aient accès localement. Et que par exemple, Netflix apporte une partie de son catalogue dans ce serveur, et que les gens n'aient pas à passer par le satellite, qui doit repasser par Ottawa, qui doit repasser par un serveur en Californie, puis revenir. Et en fait, ça, comme en plus la vidéo prend beaucoup de place, ça permettrait de pouvoir délester le réseau énormément. Donc pour l'instant, c'est le seul projet qui existe, en tout cas au Canada. Dans l'Arctique américain, en Alaska, il y a un projet de serveur avec Quintillion, mais c'est pareil, c'est pas tellement un projet de stockage, mais ce serait plus un projet de mémoire cache ou de point de rencontre entre les divers opérateurs et fournisseurs de contenu. Donc c'est les deux seuls projets qui sont pour l'instant qu'à l'état d'étude et sur le papier, pas du tout financés pour le moment. Et c'est pas comme dans les pays nordiques où là, par contre, il y a beaucoup plus de financement. Je sais que Google
Et Facebook sont pas loin des 1 milliard d'investissements dans les centres de données dans les pays nordiques, donc c'est quand même assez impressionnant. Et si là, un jour le projet Arctic Connect, qui doit aller de la Norvège à la Chine et au Japon, en passant par l'Arctique russe, se concrétise, les opportunités vont sûrement se multiplier, puisqu'ils auront un accès à Internet extrêmement rapide et qui connecte les 3 continents les plus connectés au monde. Ils auront des énergies vertes qui sont très peu chères, et en plus de ça, l'air arctique est beaucoup plus frais et qui permet de refroidir les data centers, les centres de serveurs de manière moins chère. Mais pour l'Arctique canadien, tant que la connexion sera pas là, il n'y aura pas de projet pour ça, parce que en plus de ça, l'énergie coûte beaucoup trop cher, puisque tout tout fonctionne avec de l'essence, avec du gasoil. Donc il n'y a qu'une seule façon d'avoir de l'électricité, c'est par le gasoil. Et si ça tombe en panne, ce qui arrive de temps en temps, il n'y a aucune solution de secours. Par exemple, dans les centres de données qui sont en Europe, qui sont tous connectés au réseau normal, au réseau commercial, mais en plus de ça, ils ont des moteurs qui fonctionnent au diesel, qui sont capables de prendre le relais en quelques secondes, voire une milliseconde, si jamais il y a une coupure d'électricité. Donc il y a toujours excusez-moi, je parle en anglais, un backup, une solution de secours derrière. Pour l'instant, dans l'Arctique canadien, c'est pas possible. À moins qu'ils aient, je sais pas, une bêtise, mais des centrales nucléaires et en plus derrière, une centrale au gasoil qui tourne. Donc voilà. Merci, Michael. Pour les questions, vous pouvez passer par la section questions et réponses, donc qui est en bas de l'écran, le Q&A en bas de l'écran pour me poser la question, ou encore vous pouvez, si vous y avez accès, vous pouvez passer par le chat. Michael, je vois que toi-même, tu avais une question pour Mathieu. Je vais te laisser la reformuler pour les bénéfices de ceux qui n'ont pas accès à la conversation. Pas de problème. Alors, ma question est peut-être un peu candide, mais le fait que les traités signés le soient en dehors du Conseil de l'Arctique, est-ce que ça ne met pas tout de même en valeur le rôle au minimum de facilitateur du Conseil de l'Arctique, de forum de rencontres et de discussions, et de création de ce qu'on pourrait appeler, alors je ne suis pas un spécialiste de ça, mais de la soft law, peut-être aussi parfois. Est-ce que ça ne serait pas là plutôt son rôle que d'être un forum qui produise des règles contraignantes? Oui, puis très bonne question. Puis en effet, je pense qu'on y voit souvent une hiérarchie, à se dire les organisations internationales, régionales qui font des règles, qui accouchent de traités ou d'ententes, ben, ils sont forts. Puis ceux qui n'en font pas, ben, ils sont faibles, et peut-être un mot fort, là, mais ont une certaine lacune. Je dirais que de la perspective, je ne vois pas vraiment ça comme nécessairement une lacune fondamentale, dans le sens où ce que le Conseil de l'Arctique, ce qu'il fait est très bien. Le rôle de catalyseur, le rôle de générateur de connaissances, ce sont des fonctions que souvent on met un petit peu plus bas. Je pense que si une organisation les ferait toutes, elle serait catalyseur, générateur de connaissances, régulateur, donc ferait des règles, des lois, des traités, puis ferait des programmes, donc des mesures avec de l'argent, de l'investissement, on dirait, bon, tout ça ensemble fait une organisation très forte, soit, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde, on en convient, là. Il y en a même très peu qui font les 4 en même temps. Je pense que ce que le Conseil de l'Arctique fait, il le fait très bien. L'une des limites du Conseil de l'Arctique, c'est que son membership est limité. Souvent, ça tombe dans une espèce d'association où les États arctiques sentent qu'ils peuvent tout faire parce que ça marche par consensus, et donc on a une espèce de droit de veto qui est donné aux 8 pays arctiques. Ce que j'ai bien aimé, par exemple, j'ai étudié le moratoire sur les pêches dans l'océan Arctique central. De ma perspective, je trouvais que c'est très bien qu'on sorte du Conseil de l'Arctique parce que c'est un enjeu où on doit nécessairement avoir l'accord des États qui ont une flotte de chalutiers, de pêche de longue distance. Donc, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, certains pays de l'Union européenne aussi, ont cette capacité qu'ils peuvent envoyer des navires de pêche à des distances incroyables, un peu partout dans le monde, incluant dans l'océan Arctique central, une fois que ça va être réchauffé et que bon, les glaces, malheureusement, n'y seront plus ou n'y seront à peu près plus. Donc, il y avait nécessité d'engager et d'inclure, par exemple, la Chine
qui aurait posé controverse au Conseil de l'Arctique, hein, où les États arctiques se seraient braqués, ils auraient dit ouais, ben, la Chine n'a pas vraiment sur sa voie ici, d'aller vers, et même c'était même pas une organisation, c'était les 5 pays côtiers arctiques. Bon, Danemark à cause du Groenland, Russie, Norvège, Canada, États-Unis, qui ont convoqué les 5 autres, Chine, Japon, etc., qui avaient cette capacité-là. De ma perspective, c'était très bien parce que c'était une manière de contourner le Conseil de l'Arctique sans vraiment contourner les États arctiques en leur donnant un rôle dominant, mais en même temps en ne refondant pas les règles qui posent le Conseil de l'Arctique parce que, ben, à toute fin pratique, ces règles-là, à moins d'un changement majeur dans la politique internationale, ne changeront pas vraiment parce qu'il va y avoir des vétos à peu près toujours états-uniens ou russes pour changer les règles du jeu. Consensus. Donc, bonne question. À mon avis, c'est un développement qui est louable. Je veux dire, on étend le cercle arctique, pas simplement aux États arctiques, mais à l'OMI, par exemple, ben, c'est la communauté internationale, avec l'impulsion des États arctiques, une espèce de rôle dominant quand même, mais des États comme l'Allemagne ont été quand même au centre de la création du Code polaire avec le Canada et d'autres. Hein. Donc, il y a eu l'inclusion de nouveaux joueurs qui peut amener du savoir-faire, qui peut amener, de toute façon, ils ont des intérêts et peut-être qu'ils vont envoyer des navires dans le futur dans la région, donc aussi bien avoir leur accord maintenant pour des activités qu'ils pourraient très bien entreprendre dans le futur. Merci, merci à vous deux. Je privilégie d'abord les questions qui viennent de l'auditoire ou avant que moi je place les miennes, mais je vérifie toujours si je reçois des questions ou des commentaires. Sinon, ce qui me semble être le cas, je vais me tourner vers Magali. Je sais, Magali, que tu travailles actuellement sur l'opération laser, entre autres le déploiement des Rangers. Ça a été, c'est la première fois que les Rangers, c'était la première opération militaire dans le cadre de la lutte contre la pandémie, ça s'est fait par les unités de Rangers. Tu as travaillé beaucoup là-dessus. Sans te demander de nous faire un cours au complet, peut-être juste nous dire en quelques mots là-dessus, puis notamment en termes de bilan du point de vue de la sécurité humaine, un peu dans le genre de ce que tu nous as dit tantôt. Magali, est-ce que tu es là? Non? J'avais coupé mon son. Je reprends. Excusez-moi. Oui, donc, pardon. Donc, les Rangers canadiens sont des réservistes de l'armée canadienne et qui sont autochtones ou non autochtones en fonction de la latitude où les patrouilles sont situées. Donc, si on prend au Nunavik, ils sont autochtones puisqu'ils sont majoritairement inuits. Et en fait, les patrouilles de Rangers du Nunavik ont été activées à la demande des services de santé du Nunavik et ont été activés très tôt pour essayer d'aider les services de santé à vraiment restreindre la propagation du virus. D'un point de vue de sécurité humaine, et c'est aussi ce qui m'a fait dire que la sécurité sanitaire était peut-être moins impactée, entre guillemets, que les autres dimensions de sécurité. La sécurité sanitaire était moins impactée que les dimensions de sécurité humaine. C'est que, en fait, dans les petits entretiens que j'ai pu faire par téléphone, parce que bon, on ne peut pas se déplacer, donc voilà. Ce qui est revenu souvent, c'était vraiment l'entraide communautaire, la présence auprès des anciens, le fait de faire des patrouilles tous les jours dans les communautés, qui a vraiment rassuré en fait les communautés arctiques. Donc ces patrouilles de rangers au quotidien, le fait d'être présent, ont montré qu'il y avait cette sécurité et cette entraide dans la communauté. Et donc c'est pour ça que, à mon sens, donc c'est ce qui a permis de renforcer la sécurité communautaire, notamment au Nunavik, hein, et aussi la sécurité alimentaire, parce que c'est un des gros piliers pour l'opération laser. Les Rangers canadiens ont vraiment été mobilisés aussi pour soutenir leurs anciens, c'est-à-dire que quand il y avait
s'il n'y avait pas de service qui avait été mis en place pour ça, ils étaient vraiment là pour aider les anciens à faire leurs courses, leur apporter les produits de la chasse et de la pêche et vraiment faire de la présence, les accompagner et du soutien aussi pour la santé mentale parce que les anciens se retrouvaient quand même emprisonnés chez eux. Il y avait aussi une certaine incompréhension comme je l'ai dit pendant la première vague, le nombre de cas était, quasi nul. Il y a eu aussi une incompréhension, par rapport, à cette cette demande de ne pas sortir de chez soi, sachant que les gens ne ressentaient pas forcément un risque, très présent, du fait de cette pandémie parce que, il y avait à ce jour, pas beaucoup de cas dans les communautés. Ça, c'est vraiment ce qui m'a été rapporté dans les très petits nombres d'entretiens que j'ai faits, donc j'en ferai pas un résultat scientifique robuste. Mais voilà, donc cette opération laser a permis, vraiment de renforcer les liens dans la communauté et de montrer que, les rangers canadiens étaient là pour accompagner, les habitants, entre communautés, ouais. Merci beaucoup. Je te demande d'improviser, mais je sais que tu connais très bien le sujet aussi. Donc, je vérifie dans le chat, je vérifie dans les questions. Et je n'ai pas d'autres questions, donc je vais me permettre de relancer Mathieu sur un truc que tu as dit. J'aimerais, si tu peux, OK, répondre à cette question-là. Tu parles du rapprochement Groenland-États-Unis. La position du Canada là-dedans, est-ce qu'il y a quelques signes d'une forme de rapprochement que ce soit? Je pose la question parce qu'il y aurait, on pourrait dire naturellement, il y aurait des points de contact dans la mesure où la population inuit de l'Est de l'Arctique canadien et puis la population du Groenland ont quand même des liens. Est-ce que tu es au courant de quelque chose? Tu pourrais très bien me dire non, mais est-ce que tu es au courant de quelque chose? Je veux dire non, mais partiellement. Mais il y a quand même des liens entre, il y a quand même une coopération soutenue depuis plusieurs années entre le Nunavut et le Groenland. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours là et qui a continué en 2020. Il y a certains projets aussi pour créer des zones communes. Je sais qu'il y a une zone commune. Le nom m'échappe encore, il y a peut-être quelqu'un qui travaille là-dessus dans l'audience qui aurait le nom, entre le Nunavut et le Groenland, qui a été proposé par les Inuits, surtout les populations inuites des deux côtés de la frontière, en 2017, si je me rappelle bien. Ce projet-là continue. Je vois qu'il a été dans la politique arctique canadienne de 2019. Là, on disait qu'on allait concrétiser ce projet-là. Bon, je pense que la COVID va avoir le doublage, qu'on va toujours mettre certains reports et certains délais dans des projets sur le dos de la COVID pour plusieurs années encore. Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup toujours, c'est de voir, disons, la proto-diplomatie groenlandaise. Bon, souvent, aller davantage chercher des appuis aux États-Unis ou aller solliciter des investissements ailleurs, en Chine, bon, dans d'autres pays scandinaves aussi, et de ne peut-être pas faire autant d'efforts ou autant d'initiatives envers le Canada ou envers des autorités subnationales au Canada. Étonnant, il y en a des contacts entre le Nunavut et le Groenland, mais on semble davantage mettre l'emphase et valoriser l'appui ou la coopération avec des grandes puissances. C'est là que peut-être le rôle du Canada en tant que puissance moyenne est ramené de l'avant, que de nécessairement aller plus du côté du Canada. Si je ne me trompe pas, il y a une représentation du Groenland à Washington. Je ne pense pas qu'il y en a une à Ottawa. C'est la représentation du Groenland à Washington. Si je ne m'abuse, et quelqu'un pourrait me corriger, couvre les États-Unis et le Canada. Donc, c'est peut-être un signe qu'il y aurait du travail à faire dans cette direction-là. Personnellement, je militerais aussi pour qu'il y ait une plus grande coopération en cette zone, qui est l'Est de l'Arctique nord-américain, mais je pense que c'est un grand chantier à développer et
ça pourrait prendre plusieurs années de multiples efforts pour que ça arrive, pour que ça se concrétise. Non, moi aussi, ça m'intrigue comme question. Je serais curieux de la pousser un petit peu plus. Merci. Merci de ta réponse. Je fais le tour encore. Questions-réponses. Donc, je vois qu'on n'a pas d'autres questions et je vois aussi qu'on approche là, de notre du moment de terminer. D'abord, je voudrais remercier les trois présentatrices, présentateurs. Donc, trois présentations intéressantes et complémentaires. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, vraiment bien. Je suis vraiment content de vous avoir entendu. Comme je disais tantôt, j'ai hâte de vous lire aussi. Donc, félicitations à tous les trois. Mathieu, je te repasse la parole pour clore cette session. Et merci à toi, Stéphane, pour avoir assuré la présidence sur ce dernier panel. Merci beaucoup pour ton temps cet après-midi. Je remercie tous les panélistes aussi, Michael Macalin aussi, présentateur sur le premier panel. Pour les membres de l'audience, aussi pour les panélistes, bon, j'en ai informé plusieurs, mais le rapport de l'OPSA, l'année Arctique 2020, qui est la deuxième édition de ce rapport annuel, va être publié la semaine prochaine. Il y a quelques détails à fignoler. Bon, la date précise reste à déterminer, mais ça va sortir la semaine prochaine en français. Les deux présentations en anglais, deux présentations sur les opérations militaires, eux, vont être aussi publiées en anglais sur le site de l'OPSA. Donc, suivez le compte Twitter de l'OPSA, mais aussi le site de l'OPSA au CIRIC.org-OPSA, OPSA. Aussi sur le site là, du réseau pour la sécurité et la défense et la sécurité nord-américaine et de l'Arctique, qui est un très long acronyme. Il faut se rappeler, NAA. Je voudrais vous remercier aussi d'avoir assisté à cette conférence. La caption vidéo de la conférence va être mise en ligne, si je ne m'abuse, sur le site du CEPI, mais aussi de l'OPSA. Il va y avoir des liens passés sur les médias sociaux du CEPI, du réseau de la défense et de la sécurité de l'Arctique nord-américain et aussi de l'Observatoire de la politique et de la sécurité de l'Arctique. Sur ce note, on va conclure. Je vous remercie beaucoup. Puis, c'est une tradition. Ça va, on dit probablement, 95%. Une pandémie n'a pas eu raison de la revue annuelle, donc ça va sûrement survenir aussi l'année prochaine. Donc, je vous invite à suivre nos activités tout au long de l'année, mais évidemment en décembre prochain pour une nouvelle revue annuelle de l'année arctique. Sur cette note, bonne fin de journée. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt. À bientôt. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.